Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau spécial consacré donc au 5 août, vous le savez, jour d'indépendance pour la Haute-Volta actuelle Burkina Faso. Voilà 56 ans maintenant. Et qui parle du 5 août parle de cet homme, Maurice Yameogo, premier président de la République de Haute-Volta. L'homme, en tout cas, est à l'honneur sur ce plateau spécial. On en parle dans un instant, mais avant, suivez plutôt cet élément. 1er mars 1919. Institution de la colonie de Haute-Volta. « 5 septembre 1932. Dissolution de la Haute-Volta. 4 septembre 1947. Rétablissement du territoire dans ses limites de 1919. 11 décembre 1958. Proclamation de la République de Haute-Volta. 5 août 1960. Accession de la Haute-Volta à l'indépendance grâce à la détermination et à l'action conjuguée des hommes patriotes. Maurice Yameogo. Né à Koudgou, ouest de la Haute-Volta, le 31 décembre 1921. Nawala Gemba Yameogo, devenu Maurice par le baptême, fait ses humanités à l'école publique de Koudjougou et au petit séminaire de Pabré pour ses études secondaires. Il entame très jeune la carrière professionnelle, commis expéditionnaire, puis commis des services administratifs, financiers et comptables de l'administration coloniale française. « 1947, Maurice a 26 ans. Il entre au Grand Conseil de l'Afrique occidentale française. 9 ans plus tard, en 1956, il est élu membre de l'Assemblée territoriale. 31 mars 1957, alors conseiller municipal de Ouagadougou, Maurice, sous la bannière du mouvement démocratique voltaïque, est élu grand conseiller de l'Afrique occidentale française. La même année, le 18 mai, M. Yvon Bourges, dernier gouverneur français, forme le premier conseil de gouvernement. Maurice Yameogo est nommé ministre de l'économie agricole. Du 6 février au 21 octobre 1958, Maurice Yameogo occupe le poste de ministre de l'Intérieur de Daniel Ouensin Coulibaly, puis accède à la présidence du conseil de gouvernement de Haute-Volta au décès de Ouensin Coulibaly le 7 septembre 1958 à Paris. Voilà. Maurice Yameogo qui a su donc le gouvernement, qui a su l'intérim de Ouensin Coulibaly jusqu'à la proclamation de l'indépendance ce 5 août 1960. Maurice, le père de l'indépendance, mais avant tout un père de famille, un bon père. On en parle avec un de ses fils sur ce plateau, le bishop Claver Yameogo. Bonsoir. Bonsoir Robin, et je salue aussi tous les téléspectateurs de BF1. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Merci d'avoir répondu en tout cas à notre invitation pour ce plateau spécial consacré à votre père. Des témoignages, des anecdotes, sûrement on en aura sur la vie de cet homme qui a marqué l'histoire politique de notre pays. Alors, comme je le disais, le père de l'indépendance, mais Maurice Yameogo, c'est aussi un bon père. Oui, tout à fait. Maurice Yameogo est un père de famille qui a vécu sa vie
comme tout père. Je veux dire, vous savez que c'est pas évident dans la vie de pouvoir gérer l'État et gérer la famille. Donc on ne va pas lui lancer la pierre si quelque part il y a eu des malentendus au sein de sa famille par rapport à ses remariages et puis à la vie qu'il a eue avec ma mère, c'est-à-dire à sa sortie de prison. Mais il a toujours voulu garder la famille unie, les enfants unis, et c'est ce qu'il a toujours véhiculé et prôné au sein de la famille. Donc je peux dire du temps pour la famille, malgré ces... Vraiment, bon, pour être sincère, ce n'est pas évident. Il avait beaucoup plus de temps pour la politique, il avait beaucoup plus de temps pour son pays, et cela, il délaissait un peu la famille de côté. Mais néanmoins, il avait toujours du temps pour manger, pour discuter, pour échanger avec les uns et les autres, et cela nous faisait énormément plaisir parce qu'on apprenait énormément à ses côtés quand il nous racontait bien ces histoires qu'il a vécues avant de monter au pouvoir et justement après sa chute. Voilà, l'homme, on l'a dit, connu pour sa qualité oratoire. En 1957, ministre de l'Agriculture dans le premier gouvernement voltaïque instauré dans le cadre de la loi cadre des faits formée par Wenzen Coulibaly, et puis ministre de l'Intérieur numéro 2 donc, du gouvernement. Et donc c'est à la mort donc, de Wenzen Coulibaly en septembre 1958 qu'il a su donc cet intérim, puis après président de la Haute-Volta de 1959 au 3 janvier 1966. Donc Maurice Yaméogo, un président, c'est vrai, oui. On l'a connu, et là il est venu avec cette volonté d'apporter sa pierre à la construction de ce pays, cet État qui venait donc de prendre son indépendance, pas toujours compris dans sa démarche, notamment cette question de mesures d'austérité, on en a beaucoup parlé. Oui, Aubin, je voudrais revenir sur un fait qui est très clair, c'est que ce que je déplore encore jusqu'aujourd'hui, c'est que l'information, la communication n'a vraiment pas fait son travail. Plus de 33 ans de sa sortie de prison jusqu'à sa mort, aucun média, je dis bien aucun média de ce pays n'est allé vers lui pour qu'il dise sa part de vérité. On a entendu beaucoup de choses de la part des autres leaders de son époque, Gérard Kango, les Frédéric Guirma et autres. Chacun en va à sa logique, à son explication. Lui, malheureusement, n'a pas eu droit à la parole. Pourquoi? Mais Pensez lui que n'a c'est pas de eu droit à la l'ingratitude ou une volonté de le censurer? Une volonté de le censurer, une peur de l'homme, de qui il était. Et je pense que personne ne voulait aller vers, de peur de se faire sanctionner ou censurer. Puisque Maurice était à Koudougou, ensuite il était en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais si ce n'est que peut-être les journaux étrangers qui sont allés peut-être vers lui pour lui poser des questions, mais nos propres frères, ses propres frères, journalistes, personne n'est allé vers lui. Sinon, si quelqu'un est allé vers lui, qu'il montre une vidéo ou un écrit, des dires de que s'est-il passé réellement le 3 janvier 66. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi l'a-t-on condamné? Etc., etc. On a parlé de régime corrompu, de gestion douteuse des finances, par exemple. Et par exemple, qu'est-ce qu'il en était vraiment? Mais aucun média n'a fait l'effort de vouloir tirer la vérité de notre père. Et ça, je le déplore. C'est peut-être un constat que le peuple vivait au quotidien, cette question de mais de oui, même si c'était un constat, même si c'était un constat, ce qu'il faut, il faut revenir dans le temps concret. Maurice Yaméogo a donné sa démission, suite à laquelle il est rentré à Koudougou. On l'a arrêté par la suite, soi-disant pour le protéger. Il a demandé un jugement populaire. Il a dit, je veux être jugé devant le peuple. Quitte à ce que le peuple, entendez bien, me condamne à mort, je serai prêt à accepter le verdict du peuple. Mais à l'époque, Lamizana et ceux qui étaient derrière lui ont déconseillé et ont demandé un huis clos. Maître Borna, qui était son avocat à l'époque, a dit que le dossier était vide. Ce sur quoi on l'accusait, ce qu'on lui reprochait, ne tenait pas debout.
Il n'y avait rien dans le dossier, mais il était déjà condamné d'avance. Condamné dans un procès à huis clos, effectivement. Voilà, et si vous remarquez bien, il y a des écrits qu'on a retrouvés où il s'est expliqué aux autorités au temps de la Révolution, quand ils ont fait les tribunaux populaires, pour dire, écoutez, je suis heureux que les tribunaux populaires existent, parce que moi-même j'ai voulu être jugé par un tribunal populaire. Mais voici, monsieur le ministre d'État, qui était le ministre à l'époque de la Justice, ce qu'on me reprochait alors à l'époque. Et il a tout détaillé. Et il a demandé solennellement au ministre, si vous me permettez que je le cite il dit, j'ai 66 ans. Avec les souffrances physiques et morales endurées depuis plus de 20 ans, je peux affirmer, étant mon meilleur médecin, que je suis au soir de ma vie. L'irréparable peut donc survenir d'un moment à l'autre, laissant ma mémoire éternellement salie pour les générations futures. Alors, quand mon âme et conscience, je crois avoir posé au cours de mon mandat quelques actes qui méritent attention. Vous vous en doutez bien. C'est pourquoi, camarade ministre d'État, je souhaiterais vivement être blanchi avant qu'il ne soit trop tard. C'est un cri de cœur du premier président de la République, alors au ministre de la Justice de l'époque. Il tenait à apporter sa part de vérité. Sa part de vérité sur ce qui lui est arrivé. Mais on ne lui a pas donné l'occasion. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on fête le 5 août, Maurice Yamego proclame l'indépendance. Le 11 décembre, Maurice Yamego proclame l'indépendance. Et le 3 janvier, c'est férié. Parce qu'on l'a destitué. Revenons un peu sur les causes. Revenons sur les faits. Vous fêtez le 3 janvier, pourquoi? Pourquoi vous fêtez? Vous pensez réellement que vous l'avez renversé? Non. Il est parti volontairement. Il aurait pu s'accrocher au pouvoir. Il aurait pu demander à l'armée de disperser les manifestants. Peut-être qu'il y aurait eu des morts, on en a vu dans certains pays, mais les présidents sont restés. Les présidents sont restés. Mais il n'avait pas le choix, il y avait la pression de la rue. La pression de la rue pouvait être contrôlée. Mon père ne voulait pas que le sang coule. Il faut bien remarquer, vous savez, quand un individu veut à tout prix s'accrocher à un pouvoir, il peut faire couler le sang. Allez voir au Burundi. Allez voir dans d'autres pays de la sous-région. Des gens ont refusé sous la pression de la rue. Est-ce que l'armée était prête à le suivre dans cette écoutez, vision des choses? L'armée, Sangoulé Lamizana a bien dit lui-même de sa bouche que le président Maurice Yamego n'a jamais donné l'ordre de tirer, comme l'a prétendu Frédéric Guillermin ou Joseph Colombo. Jamais. Il a dit, si les gens ne veulent pas, je vais donner ma démission et je vais partir. Cependant, s'il avait demandé à l'armée de disperser et de tirer, que le général avait refusé, il aurait pu le licencier, le limoger et prendre quelqu'un d'autre, le remplacer illico presto, et ils auraient exécuté les ordres et rien ne se serait passé. Qui était dans la rue à cette époque? Ce sont les enfants du lycée Zenda, du lycée technique, ce sont les jeunes qu'on a fait sortir et qu'ils ont mis devant. Vous savez, mon père n'était pas un fight man, c'était quelqu'un qui voulait se battre ou s'accrocher au pouvoir. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est ce qu'on n'a pas pu lui permettre. Écoutez, si vous lisez, là je tiens par exemple un document qu'il a donné une interview dans Ivoire Dimanche en 90. Mon père dit ce qui lui a fait le plus mal dans son discours, c'est que on l'ait privé de ses droits civiques à vie. Pour quelle raison? Qu'a-t-il fait? Dans la lettre qu'il a écrite au ministre d'État de la Justice à l'époque, on l'a condamné pour quoi? Pour près de 200 millions de francs et quelques CFA. D'où il devait se justifier pour les fonds, il devait se justifier pour les fonds secrets qui s'élevaient à 177 millions. Les mêmes fonds secrets, le général Sangoulé Lamizana a été jugé par les tribunaux populaires et a été acquitté. Parce qu'on ne doit pas condamner un président pour des fonds spéciaux qu'on lui alloue. Les autres millions, 21 millions pour des dépenses. La preuve aujourd'hui, tous les prévisants en bénéficient. En bénéficient. Voilà, ils disent fonds de fête et réception, qui s'élevait à 22 millions. Et un crédit de la présidence de 12 millions. Ce qui fait en tout 34 millions. Donc les 34 millions, il dit que ce n'est pas lui qui signait, c'était le ministre des Finances à l'époque qui signait.
Donc, regardez bien. Cette gestion gabégique, vous pensez que ce n'était pas le cas, véritablement? Il n'y a aucune preuve d'une gestion gabégique. C'est pourquoi j'aurais bien aimé... Je rappelle aux téléspectateurs que dans un instant, ils pourront nous appeler sur le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Et effectivement, sur cette question de mesures d'austérité, par exemple, dénoncées, il y a cette interview aussi de Lamizana, effectivement, où quelque part, on lui a posé la question. Vous arrivez donc au pouvoir et, paradoxe, vous appliquez les mesures d'austérité pour lesquelles on avait renversé votre prédécesseur. Et voilà la réponse de Lamizana. Et oui, je suis même allé plus loin. Maurice demandait 20% et nous sommes allés jusqu'à 25% ou 30%. Bien sûr, pas la même année et surtout, pas directement sur les salaires. Nous avons laissé les salaires intacts et avons pris des mesures qui équivalaient bien au taux d'abattement que nous voulions. Vous comprenez? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les syndicalistes renversent mon père parce qu'il voulait la mesure d'austérité de 20%. La Lamizana vient après, il va jusqu'à 30% avec le ministre Garango à l'époque, et les gens ne disent rien. Donc, il faut comprendre que derrière le soulèvement populaire, derrière la chute de Maurice... C'était une austérité qui s'imposait pour relancer l'économie. Mais à l'époque de Maurice, c'était pareil. Il venait d'être élu. La Garangose a été... Non, mais il venait d'être élu à 99%. C'est la France qui ne voulait plus de Maurice. Soyons honnêtes et soyons clairs. C'est la France qui a manipulé les opposants de l'époque parce que Maurice a fait renvoyer l'armée française de la Haute-Volta. Il est allé aux États-Unis sans l'autorisation de la France. Et il posait des actes. Il est allé aussi en Israël sans l'autorisation de la France. Ce que la France voulait, c'est des valets locaux. Des gens qui, quand ils doivent aller aux toilettes, s'il vous plaît, monsieur la France, est-ce que je peux aller faire pipi? S'il vous plaît, monsieur la France, est-ce que je peux aller manger? Mais Maurice ne voulait pas. À partir du moment qu'il avait pris l'indépendance, c'était un véritable révolutionnaire. À partir du moment que l'indépendance avait été prise, il ne devait plus être sous le joug d'un quelconque pays. On connaissait ses liens avec Houphouët-Boigny, et tu connais les liens d'Houphouët-Boigny avec la France. Bon, venons-en aux liens d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a failli être tué par la France elle-même parce qu'il voyait en lui quelqu'un de dangereux. Ce même Houphouët-Boigny, c'est la France qui l'a étranglé avec le café cacao parce qu'il avait plus de pouvoir. Houphouët-Boigny a joué avec sagesse, tact. C'est pourquoi il a créé le Conseil de l'Entente. Beaucoup de gens accusent mon père d'avoir laissé le pacte du Mali avec Senghor pour rejoindre le Conseil de l'Entente. Mais Houphouët-Boigny a rectifié cela. Et si vous écoutez le commentaire d'Alain Foucault qui a fait sa recherche, Houphouët-Boigny a fait son discours et parle. Mon père était convaincu d'une chose, c'est de pouvoir chercher l'indépendance véritable des Africains et des pays africains. Donc, voilà. On va revenir à ce débat assez passionnant. Donc, le 8 mai 69, condamné à 5 ans de travaux forcés, au bannissement à vie et à la déchéance de ses droits civiques. Il y a notamment ce palais de Koudougou construit en 64, on l'a estimé à l'époque à 59 millions de francs CFA, saisi, alors construit pourtant sur fonds propres, on parle de prêts et d'hypothèques de sa villa de la Côte d'Azur. Nous avons fait un élément hier sur ce palais dans une situation aujourd'hui peu envieuse. On regarde. Au cœur de la cité du Cavalier Rouge trône le premier palais présidentiel du Burkina indépendant, autrefois Haute-Volta. Mais que reste-t-il de cette forteresse près de 6 décennies après son érection? C'est l'objet de notre visite ce 4 août 2016. Ici à Koudougou, l'histoire de ce palais est connue par tous, même les plus jeunes. Une fois dans ses visites, donc, le président s'est rendu en France. Il a été reçu par le général de Gaulle. Et le général de Gaulle lui a demandé quel était donc son village. Et il a dit que son village c'est Koudougou et le général donc lui a promis donc de venir visiter son village. Mais à Koudougou, comme c'était à l'époque, on venait juste donc d'acquérir les indépendances, il n'y avait pas donc de construction moderne ici à Koudougou. Ce n'était que les cas seulement. Donc le président a eu l'idée de construire une maison qui sera digne donc d'accueillir le général de Gaulle. Et ainsi donc il a pris un prêt auprès d'une banque française donc
puisque le président lui-même avait une villa à Nice en France. Donc c'est cette villa qu'il a utilisée comme garantie et puis prendre un prêt de 40 millions de francs CFA donc pour venir construire ce palais-là en 1960. Ici, c'est la chambre principale. C'est ici donc que dormait le président Maurice Yaméogo. Le 3 janvier 1966, Maurice Yaméogo est évincé du pouvoir. 17 ans plus tard, le bâtiment est occupé par le bataillon d'intervention aéroporté BIA, commandé par le capitaine Boukari Kaboré dit le Lion, entre août 1983 et octobre 1987, sous l'ère Sankara. Suite aux événements d'octobre 1987, le BIA est attaqué ici même. Des soldats sont tombés. Beaucoup de personnes ont été donc tuées ici. D'après les informations, et ce que dit Boukari Kaboré, le Lion, le premier militaire qu'ils ont tué ici au palais, il s'appelle Zoubli Yaméogo. Et c'est au foyer de l'armée là qui est derrière la petite forêt. Voilà, Zoubli Yaméogo. Et après les autres militaires, d'autres ont fui, voilà. D'autres ont été tués, déportés donc à Sainte-Monique. Voilà. Le local est de nouveau inhabité. Décédé le 15 septembre 1993, le président Maurice Yaméogo repose ici, ce qui ne vide pas au palais son sort macabre. C'est devenu donc les latrines de toutes les personnes qui sont donc aux alentours. Le jardin fait désormais place à autre champ d'arachide de Gombo. Autrefois palais présidentiel, aujourd'hui véritable dépotoir. Une situation irritante pour les habitants de Koudougou. Moi je trouve ça un peu dommage parce que c'est un bâtiment qui présente un très grand intérêt pour le Burkina Faso aujourd'hui parce que c'est le tout premier palais présidentiel et le premier président du Burkina Faso qui a amené tout au Burkina. On peut dire que franchement on devrait arranger le palais. Nous on ne connaît pas ce qu'on a fait du palais, je ne sais pas, ces enfants ont hérité de ça ou bien c'est toujours pour l'État, mais nous on veut seulement que non. Mais ça y est dans notre centre-ville, non, nous on veut seulement qu'on revoie ça. Même son de cloche chez la famille Yaméogo. Quand je vais à Ouagadougou, je ne vois aucun monument qui est érigé en son nom. Aucun monument et c'est vraiment déplorable. C'est le père de l'indépendance, c'est le père de notre patrie que nous aimons tant. Son palais vraiment n'est pas bien entretenu. Ça devait être un endroit touristique, je sais pas, un endroit où vraiment on doit bien renouveler l'endroit, enlever toutes les herbes qu'on voit là. Mais à qui la faute? Le bâtiment a statut de propriété privée. Le maire de Koudougou absent, certains de ses collaborateurs accusent la famille Yaméogo qui refuserait toute initiative publique sur les lieux. La mairie peut toujours confisquer donc le lieu, peut toujours confisquer le bâtiment. C'est une question donc de volonté. Sauver le premier palais présidentiel du Burkina pour sauvegarder ce pan important de l'histoire récente du pays des hommes intègres, c'est le cri de cœur des habitants de Koudougou. Alors, Claver, vous voyez ce palais-là dans cet état, ce bâtiment historique, dans cet état, qu'est-ce que ça vous fait en tant que fils de Maurice Yaméogo? Ça me fait mal au cœur. Je n'ai les larmes aux yeux. Je le dis clairement et sincèrement. Dire que on a proposé à l'époque au gouvernement de reprendre et en faire un musée. Ils n'ont pas voulu. Peut-être que ça dépensait, ça allait coûter trop d'argent. Ce qu'ils ont dit est très important. Écoutez, le premier président, à Ouagadougou, on n'a aucun monument qui peut magnifier son nom. Allez en Côte d'Ivoire, on entend l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. On entend le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade Modibo Keïta. Il y a une rue en son nom. Une ruelle, ne dis pas une rue, une ruelle quelque part dans Ouagadougou. Est-ce que tu as déjà entendu bien, on va se retrouver à la rue Maurice Yaméogo? Parce qu'elle est insignifiante. Nous, on y était à l'inauguration. Mais ça nous a fait mal au cœur que ce soit cette ruelle-là qu'on donne au premier président de la République alors qu'il y a des avenues à des étrangers. Avenue Kwame Nkrumah, avenue Charles de Gaulle. On se dit, on va se retrouver à tel endroit. Mais ça, c'est un cri de cœur. Je veux appeler quand même les autorités à revoir cela.
Et vous dites quoi? C'est une forme d'ingratitude vis-à-vis de votre père? On dirait que, mais c'est dans les gènes même des Burkinabés. Quand quelqu'un part, celui qui vient a tendance à vouloir faire oublier celui qui était avant. Et même dans les bureaux, hein, dans les trucs, vous travaillez à l'ONEA, vous êtes PDG de l'ONEA, PDG de la Sonabel, PDG de quoi. Quand votre successeur vient, il a tendance à vous faire oublier tout ce que vous avez fait. Il ne veut même pas qu'on en parle. Et ça, non, arrêtons cela. Reconnaissons qu'avant, nous, des gens ont occupé des postes. Et que si ils ont fait un bon travail, qu'on le reconnaisse. Et ça, je le dis clairement, rien n'a été fait pour ça. Maurice Yamego, c'est pas pourquoi aujourd'hui on en parle. Parce que justement, il a dit, en ce jour, 5 août 1960, je proclame l'indépendance de la République de Haute-Volta. Ça, on le retient. Hein. Et ça, on le retient. Qu'on le veuille ou non, s'il ne l'avait pas fait, on l'aurait effacé et on n'aurait pas parlé de lui aujourd'hui. Ou bien, on n'en aurait pas parlé. Donc, quand même, qu'on revienne à la justice. Moi, il y a un truc qui me fait mal, c'est l'injustice. L'injustice vient du diable. L'injustice ne peut pas être de Dieu. En tant que premier magistrat d'un pays, il a fait de son mieux pour apporter sa contribution à l'édifice de ce pays. Parti du pouvoir en janvier, 3 janvier 1966, mise en résidence surveillée. Comment a-t-il vécu cela? Comme une humiliation? Très mal, comme une humiliation et très mal, parce qu'il a failli se suicider par 2 reprises. À 2 reprises, il aurait tenté. Il a failli se suicider, parce qu'il le vivait très mal. Et lui-même, il l'a dit. Comment les gens viennent et ils lui disent, tout ce que tu diras là, nous on s'en fout parce que tu es déjà condamné d'avance. Donc il dit, mais si c'est ça, repartez, je n'ai rien à dire. Le procureur de la République vient avec son greffier. Avez-vous, monsieur le président, quelque chose à ajouter? Quelque chose à ajouter par rapport à quoi? Est-ce que je vous ai déjà parlé? Donc si je ne vous ai pas déjà parlé, je n'ai plus rien à ajouter. Si je ne vous ai rien dit, il repart. Et maintenant, on le reçoit en huis clos. Et on lui demande à huis clos de parler. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en ma qualité de président de la République de Haute-Volta, élu le 3 octobre 65 pour 5 années, ne pouvant être jugé que par une haute cour de justice et uniquement en cas de haute trahison, je savais depuis le début des poursuites de l'instruction, comme le tribunal spécial, sont incompétents d'une manière absolue pour me juger de soi-disant détournement de deniers publics. Mais précisément parce que j'ai été élu à une majorité écrasante, militaire compris, je voulais, repoussant la règle de droit, accepter un débat public, toute porte ouverte et au besoin un dispositif permettant à la foule ne pouvant entrer ici de suivre afin que ce ne fût pas une juridiction incompétente qui me jugea, mais bien le peuple de Haute-Volta. En annonçant par avance et d'une façon unilatérale que les huis clos seraient exigés, le gouvernement a reculé devant le verdict du peuple. En acceptant de suivre le gouvernement, vous privez le peuple, seul souverain en Haute-Volta, de m'entendre, de juger objectivement le contenu de l'accusation, de se prononcer en connaissance de cause et en un mot de savoir. Dès lors, privé de mon juge constitutionnel, la haute cour et de l'audience du peuple souverain qui m'a élu, il ne me reste plus qu'à garder le silence. Je me tairai donc, je ne répondrai à aucune question touchant ma gestion financière. Mes avocats, en vue de mon dossier et des réalités de son contenu, plutôt politiques que criminels, feront leur devoir comme ils l'entendent et comme l'exige leur serment. Par avance, malgré les précautions dérisoires des textes violant les droits de l'homme et du citoyen, je fais appel devant le peuple souverain. Ouagadougou, le 2 mai 1969. Visiblement très remonté contre la justice. Très remonté. Il a fermé la bouche. Maître Borna a démonté de haut en bout toutes les accusations qui étaient faites contre Maurice. Il rentre pour le huis clos. Il était prévu de lui donner 3 ans avec sursis. Le procureur reçoit un appel. Il reçoit un appel du ministre, je ne sais pas si c'est de la justice ou de la communication. Il ressort et il donne le verdict 5 ans d'emprisonnement ferme avec privation de ses droits civiques à vie. À vie, Maurice Yamego devait vivre comme un étranger, comme un apatride dans son pays. Pour le bannir, pour ne plus lui permettre de faire la politique, pour ne plus lui permettre d'être un citoyen véritable. Écoutez, nous les Burkinabés, nous sommes fiers. Nous les Burkinabés là, il y a des choses qu'on ne peut pas admettre. Et ça, ils l'ont fait subir à mon père. Et c'est ce qu'il dit dans le journal. Il dit c'est ce qu'il a fait le plus mal en Côte d'Ivoire. C'est ce que tous les présidents qui ont suivi, personne n'a voulu réouvrir son dossier. Personne n'a voulu l'entendre.
le comprendre, l'écouter, montrer au peuple. C'est comme une sorte de peur de la vérité. De la vérité, du complot. Tous les anciens politiciens étaient contre lui. Ils ne voulaient plus revoir venir Maurice aux affaires. Parce que si Maurice revenait aux affaires, il nous aurait battus à plate couture. Parce qu'il restait populaire. Il restait populaire et c'était un intellectuel. Et il connaissait la politique. Donc, s'il devait parler devant le peuple l'aurait encore de nouveau adopté. Jusqu'à 1990, c'est dans sa vieillesse qu'un président a bien voulu le restituer ses biens. Mais dans quel état? Écoutez, pendant 4 ans, il a été détenu en prison. Mais il n'a pas été condamné. Qu'est-ce qu'ils ont fait des loyers? Garango a prélevé 40 millions sur son compte personnel. Il lui a demandé, mais pourquoi tu enlèves cet argent? Il dit non, que c'est ta contribution à l'effort de guerre contre le Mali. De quel droit pouvait-il prélever cet argent du compte de mon père? Il y a des comptes qui ont disparu ici, au Burkina, sous leur régime. Pourquoi cette injustice? Alors que d'autres militants ou bien d'autres politiques incarcérés n'ont pas eu ce que lui il a subi. Ils touchaient leur salaire, leur pension, comme il se doit, tranquillement. Et lui, il avait pratiquement tout perdu. Tout perdu, tout perdu. Tout perdu parce que c'était une sorte de descente aux enfers. Ou une descente aux enfers. Ensuite, ils lui ont réclamé 200 millions. Et comment il vivait pendant toute cette période-là? Il supportait. Il se battait. Il essayait de toucher les personnes en place pour qu'ils puissent réviser sa situation. Mais chaque fois, c'était des promesses qui n'étaient pas tenues. Financièrement, j'imagine, pour la famille, c'était pas... Bon, pour la famille, il faut dire qu'il avait l'aide de son ami, le président Félix Houphouët-Boigny, et ma mère, qui était à ses côtés, de 70 jusqu'à sa mort, a travaillé d'arrache-pied à Koudougou. Allez demander. Elle soulevait les caisses de boissons, elle a fait bar, elle a fait boîte de nuit, elle a créé elle a fait Toulourou, un bar, restaurant, et c'est elle qui était au four et au moulin pour pouvoir aider le papa à être toujours, avoir une bonne figure, à être un président digne, malgré que le pays l'avait banni, rejeté, mis de côté. C'est pourquoi quand même les gens venaient à Koudougou, ils voyaient la Villa Pax, ils étaient étonnés, mais comment il fait? Mais il avait eu une compagne à ses côtés qui s'est battue, énormément battue, et je veux rendre hommage à ma mère. Okay. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un se soucie de cette dame qui a vécu à ses côtés jusqu'à sa mort? On la voit dans les images du reportage que vous avez donné, que le frère Yameogo Bernard a sorti. Un homme, un destin, le président Yameogo, que vous avez diffusé. Quand je vois ce reportage, j'ai encore les larmes aux yeux. Alors, à son enterrement, on voit ma mère à ses côtés, avec tous les présidents autour. Mais quand ils ont fini de l'enterrer, est-ce qu'ils se sont souciés encore de ce que devient la veuve? Elle vit dans un petit appartement de même pas 3 mètres carrés, quelque part dans Paris. Elle souffre, aucune aide. D'accord. On comprend. Vous parlez de Koudougou, sa ville natale. Nous avons réalisé un micro-trottoir. Que pensent les Koudougouais du premier président de la Haute-Volta? Suivons plutôt. C'est le premier président du Burkina Faso depuis 1960 à 1966 qu'il a été donc au pouvoir. À la suite donc d'une insurrection comme ce qui s'est passé en octobre dernier, c'est un événement presque pareil qui s'est passé donc avec les syndicats, les grèves et autres. Il est parti donc du pouvoir. Maurice Yameogo, en tout cas, il est un homme vraiment de mérite à louer. Vu en tout cas ce qu'il a fait pour le Burkina Faso, on peut dire que c'est grâce à lui aujourd'hui que quand même le peuple burkinabé s'est assis du moins voilà, au regard de tout ce que nous voyons aujourd'hui. On peut dire que c'est grâce à lui quand même que la base a été posée, quoi. Voilà. Donc à mon avis en tout cas c'est quelqu'un vraiment qui a œuvré beaucoup, voilà, pour la cohésion sociale et puis pour que vraiment l'intégrité vraiment soit en tout cas mise au Burkina Faso. Voilà. Maurice Yameogo, c'est le premier président de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Et qu'est-ce qu'il a fait de fondamental pour vous? Bon, il a lutté pour l'indépendance de notre pays et nous
En tout cas, aujourd'hui, nous vivons à l'aise avec ce qu'il a fait comme tout. C'est la cérémonie de 5 août que d'habitude je regarde comme documentaire, puisque en ce mois, je n'étais pas encore né. Donc, que j'ai regardé comme documentaire, c'est ça, je me souviens de lui. À l'occasion encore, comme je suis à Koudou, on parlait tout de suite, j'ai regardé son statut. Donc je disais que c'est quelqu'un qu'on ne doit pas oublier. Il a fait beaucoup pour notre pays et il restera toujours dans notre mémoire. Sincèrement dit, moi je ne maîtrise pas tout ce qui s'est passé avant. Tu ne connais pas Maurice Yamego? Bon, j'entends son nom, mais je ne sais pas ce qui se passait au juste parce que moi j'ai vécu, j'étais dans les parages là-bas. Bon, je viens de débuter la ville, bon, je ne connais pas grand-chose à son niveau. Mais les gens parlent de lui à tout moment, mais bon, sincèrement dit, bon, moi j'étais dans les périphéries là, bon, je ne sais pas, il était qui au juste. Mais... Donc vraiment, il méritait vraiment sa place. Voilà. Donc l'histoire vraiment, en tout cas, l'histoire ne l'oubliera jamais. Il sera gravé dans la mémoire des Burkinabés pour toujours. Gravé dans la mémoire des Burkinabés pour toujours, en tout cas en tant que premier président de notre pays. Maurice Yamego, en tout cas, reste cet homme qui a lutté pour l'indépendance aussi de notre pays, l'homme qui a proclamé effectivement cette indépendance, même si aujourd'hui, malheureusement, pour vous, Claver, le pays fait peu pour cet homme. Oui, à mon humble avis, Donc, je pense qu'il faudrait... Vous pensez que durant toutes ces années, on a travaillé à ternir son image, ses faits, plus ou moins. Son œuvre? Oui, pour moi, je constate, quand je regarde, je reviendrai peut-être sur la ruelle, sur peut-être un lycée qu'on a donné quelque part en brousse à Koudougou, entre Eo et Koudougou, qui porte son nom, mais pas vraiment quelque chose qui peut montrer la marque du père de l'indépendance. L'homme, en tout cas, qui a été réhabilité en mai 1991 sous Blaise Compaoré, il recouvre ses droits civiques et ses biens. Dans quel état? Qu'est-ce qu'on a vu? Nous, du côté de la famille, on a remis des biens, certes, mais dans quel état? Nous n'avons rien vu. Rien? Ouais, rien. Bien, parce qu'il faut remettre en l'état. Si tu lis le document, mon père a dit qu'après son arrestation, ils sont venus piller la maison, ils ont pris près de 20 millions de meubles et tout dedans. Il y a eu la détérioration durant toutes ces années. Qu'est-ce qui a été fait? Regardez, mon père a voulu quoi quand même? Que publiquement, avant sa mort, qu'on puisse le réhabiliter pour nos enfants, qui sommes nous et nos enfants, ces petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, ces détracteurs l'accusent, comme tu l'as dit en introduction, de gabégie, de détournement de fonds, d'avoir été un mauvais président. Ils oublient que dans la sous-région, nous avons été les premiers à avoir la télévision. Il a posé des actes que même certains présidents de la sous-région, parce que c'était un visionnaire. Maurice Yamego était un visionnaire. Il voulait de belles et grandes choses pour ce pays. Mais la chose que je dis, le fait qu'il n'ait pas voulu être l'âne de la France, eh bien, ces derniers ont manœuvré, comploté avec les faucards de l'époque pour pouvoir le destituer, l'enlever. Et tous les présidents qui n'étaient pas alertes pendant cette période sont partis. Voilà. Et regarde, juste avant que tu ne lances ton élément, quand il a pris le pouvoir, le Burkina d'alors, Haute-Volta, devait percevoir de l'argent sur le port de Côte d'Ivoire. Il demande alors à son ami Houphouët-Boigny de lui donner ce qui est de droit pour pouvoir aider son pays. Houphouët est obligé de demander à la France l'autorisation. La France dit non, vous ne reversez rien à la Haute-Volta. Mon père a été obligé de se tourner vers Kwame Nkrumah. Et Kwame Nkrumah à l'époque lui a prêté 1,5 milliard de francs CFA. Parce que papa disait qu'il venait d'hériter d'une... Ouagadougou était une ville en banco. Il n'y avait même pas de bâtiment en dur. C'est ces 1,5 milliard prêtés par le Ghana, par le président Kwame Nkrumah, qui a permis de commencer à construire les bâtisses. Il a remis cet argent au maire de la ville qui a effectué les travaux pour que Ouagadougou naisse. Quand la France a vu ça, ils ont créé une scission entre Nkrumah et Maurice. Et il a failli avoir vers la frontière une bagarre, une guerre. Quand les deux se sont réconciliés, parce qu'ils parlaient de l'unité africaine, des Nations Unies d'Afrique,
C'est à la maison du parti, qu'ils disent aujourd'hui maison du peuple, qui a été construite sur des fonds soi-disant de l'État. Non, cet argent n'a pas été, la maison du peuple n'a pas été construite, c'était la maison du parti. Ces fonds sont venus de Côte d'Ivoire, ils ne sont pas venus du Burkina. Mais aujourd'hui, on a transformé ça, soi-disant que c'était de l'argent volé. Encore une erreur. D'accord. Avant de poursuivre, je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent nous appeler sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour apporter leur témoignage sur cet homme, Maurice Ndiameyogo, premier président du Burkina Faso. Merci Aubin. Appelez, je vous en prie, si vous pouvez même me contredire ou quoi que ce soit, je suis tout à fait ouvert et prêt à répondre à vos questions. Mais le Kwame Nkrumah vient présenter son film sur l'unité africaine. Et il a été heureux que Maurice adhère à ce mouvement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a encore éliminé. Et c'est à cette occasion que Kwame Nkrumah a dit à mon père, les 1 milliard que je t'ai prêté, je te fais don. Ce ne sera pas une dette pour la Haute-Volta, pour le pays. Vous comprenez? Donc, il y avait une main nébuleuse derrière. C'était les colons qui n'étaient pas du tout contents de cette indépendance. Peut-être l'indépendance politique, mais pas l'indépendance économique. Pas l'indépendance à 100%. Et c'est ce qui a été dommage, et c'est ce qui a coûté la chute de Maurice Ndiameyogo. C'est ce qui l'a fait partir. Aujourd'hui, on l'accuse à tort et à travers de choses qu'il n'a pas commises. Et il a voulu, il a demandé à tous les présidents qui se sont succédés, il les a tous connus, que ce soit Lamizana, que ce soit Seizerbo, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Sankara, que ce soit Blaise, il les a tous connus, il les a tous parlé, mais aucun n'a voulu le blanchir. Nous avons un téléspectateur en ligne, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de Ouaga, mon nom c'est Gabriel Kedebego. D'accord, on vous écoute. Pour le président Maurice Ndiameyogo et ce qu'il a fait, oui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup à travers les bouquins sur Internet aussi. Mais j'ai juste une question. J'aurais entendu qu'il aurait eu à faire un mariage et cher État. Un mariage, hein? Oui. Oui, le mariage, effectivement. Ce fameux mariage dont on parle tant, oui. Beaucoup d'argent, et qu'il aurait eu à faire au Brésil, si je me trompe, là, il faudrait... D'accord. Le réseau est pas très net. Voilà. Sur la question, par exemple, du mariage, quand on parle effectivement de sa gestion, on parle de ce mariage pompeux. Ok. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à la présidence, ils avaient des fonds de fête et de réception qui étaient déjà posés. Donc Maurice pouvait demander à son ministre de faire des dépenses par rapport à cela. Il s'est remarié avec Nathalie de Monaco à une certaine année. J'étais, je pense, déjà né. C'est déjà né. Puisqu'il a dit à ma mère à cette époque, voici ce que je vais faire. Il m'a envoyé en France avec ma mère. Elle a assisté même au mariage. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a de dramatique dans ce qu'un chef d'État ne s'entend plus, peut-être avec sa première femme, et qui veut en épouser une autre? On a vu François Hollande sur des scooters. Est-ce que ça a changé quelque chose à sa présidence? C'est le coût, on a parlé de ce Du coup, à partir du moment où ce n'est pas puisé dans les caisses de l'État, soyons honnêtes, si ce n'est pas puisé dans les caisses de l'État, si c'est son argent, si ce sont ses biens, si c'est pris dans un budget qui est alloué à ça, le problème c'est que les gens... Quand on a la tête d'un État pauvre, c'est difficile de faire comprendre ça au peuple. Oui, mais de faire comprendre, on ne lui a pas posé. Quand on prend des mesures d'austérité en plus... On n'a pas pris les mesures d'austérité par rapport au mariage, c'était après. Oui, c'est après que cela s'est passé. Mais ce que je veux dire... Quand on a déjà pris des mesures, quand on prend des mesures d'austérité, il est difficile d'expliquer ça au peuple. Ce que je veux dire, il faut bien qu'on comprenne la chose. À partir du moment où quelqu'un décide de se remarier et qu'il a les moyens de le faire, vous ne pouvez pas le lui interdire. Peut-être que c'est, ok, une question de morale. Vous direz, bon, ok, d'accord, le pays a des problèmes. Si tu te maries de cette façon, les gens vont mal le prendre. Mais il faut quand même lui donner le fait que, en tant que jeune président, tout premier président d'un État indépendant, il ne pouvait pas faire la mesure
que l'acte peut-être qu'il posait pouvait déplaire. À partir du moment où il ne faisait rien d'illégal. Alors pour vous, peut-être ça a été une erreur pour lui? Oui, peut-être. Juste, tu sais, souvent on dit de ne pas être une occasion de chute pour autrui. C'est-à-dire, c'est pas parce que la Bible n'interdit pas de boire du vin. Mais si toi tu bois du vin devant quelqu'un et que cette personne peut perdre la foi, la Bible dit ne bois pas du vin devant lui. Donc ce qui veut dire que, au départ, s'il avait été mature dans une certaine gérance, il aurait dit même si c'est ton argent, ne l'utilise pas alors que le pays a des problèmes. Sinon ce sera mal compris. Mais lui, dans sa logique, c'était tout à fait normal qu'il pose un acte à partir du moment où il ne vole pas, à partir du moment où il ne puise pas dans les caisses de l'État pour faire son mariage. Il ne voit pas pourquoi il ne le fera pas. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, quel chef d'État n'a pas eu des problèmes dans son mariage? Sarkozy a lâché sa femme et il s'est remarié pendant son mandat. Bill Clinton a eu des problèmes avec Monica Lewinsky qui lui a coûté bonbon. Les gens se sont acharnés. On a même voulu le destituer pour cette faute grave. Ok? Mais regardez un peu quand même jusqu'où c'est pas allé. Donc, vouloir accuser. On a un téléspectateur en ligne, on va le prendre. Bonsoir. Bonsoir. Il est parti. On va poursuivre. Donc, vouloir accuser alors le père de l'indépendance que cela aurait provoqué l'insurrection du 3, je dis non. Ce ne sont que des prétextes. Voilà, on prend des textes pour en faire un prétexte par rapport au contexte. Voilà, qui veut abattre son chien l'accuse de rage. Mais ce n'était pas véritablement la vraie raison. La vraie raison est que c'était un insoumis. D'accord. Un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il est parti. D'accord. Alors, donc... Je continue. Oui. C'était un insoumis. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu être dirigé comme un valet de l'impérialisme. C'est pourquoi il a salué la révolution. À l'époque, quand Sankara est venu, il y a des écrits, il y a des lettres qu'il dit à Sankara, j'aime ta jeunesse, j'aime cette fois parce que la révolution que tu pratiques, c'est celle que j'ai voulu faire à mon époque, mais peut-être avec beaucoup plus de souplesse. D'accord. Mais vous êtes allé beaucoup plus ardument. Bonsoir téléspectateurs. Bonsoir. Bienvenue à cette émission. Merci. Alors, moi j'ai deux questions à poser. Oui. La première question, c'est de savoir, en fin de compte, quel est le statut de notre premier président. Est-ce qu'il a le statut d'ancien président pour qu'on ne reconnaisse pas qu'on doit au moins soutenir sa famille, même à son absence. Et la seconde question, c'est de savoir que devient Salvador. Parce que j'aurais souhaité que ce soit Salvador qui soit l'invité. Et que, bon, c'est vrai que je préfère en tout cas que Salvador soit l'invité. C'est la question, est-ce qu'il va bien, Salvador? D'accord. Voilà. Merci. Voilà. D'accord. Ok. Ok. On va peut-être commencer par Salvador, votre frère. Oui, mais je vois pas pourquoi le type il demande pourquoi ce soit Salvador. Salvador n'est pas plus un frère qu'un autre. Pourquoi pas Herman? Pourquoi pas Charlemagne? Pourquoi pas aussi Aymar? Pourquoi pas Esther? Pourquoi pas Solange? Pourquoi pas Hélène? La famille Yamego a autant de choses. Quel fils peut bien parler de ça. Voilà, je veux dire, quand il le dit, c'est une insulte à ma personne. Ou bien il ne croit pas que je suis un fils du président Maurice Yamego. Non, mais je vais lui dire. Il ne croit pas que je suis un fils du président Maurice Yamego. Pourquoi il veut me mettre en opposition à Salvador? Allons sur l'autre question. Sur la question du statut, par exemple. Sur du statut. Bon, écoutez, ce que je sais... C'est un ancien président. C'est un ancien président, puisqu'un décret a été pris par le président Blaise Compaoré en son temps, le reconnaissant comme ancien président, et une pension aujourd'hui est allouée à la veuve par rapport au statut d'ancien chef d'État. Mais je ne vais pas rentrer dans un débat qui est plus ou moins entre griffes, douloureux, honteux pour ce pays. Donc je ne voudrais pas m'étaler sur certaines vérités qui se sont passées concernant justement la veuve Maurice Yamego. Donc permettez-moi de ne rien dire sur cela. Voilà. Mais il y a des choses... Il y a eu trop de frustration. Pas bien qui ont été faites.
Voilà, pas bien qui ont été faites. Et je préfère, pour ne pas salir le nom des uns et des autres, ou alors embarrasser même le pouvoir d'alors, déballer, voilà, publiquement sur cette antenne, parce qu'on est là pour parler de Maurice Yameogo et de donc ce ne sont que des additifs que j'apporte. Voilà, maintenant, il a été reconnu. C'est vrai que par rapport à son statut de fonctionnaire, il a été reconnu bien des années plus tard, et après, 2 ans après, son Excellence Tertus Zongo a travaillé afin qu'on puisse reconnaître le président comme en tant qu'ancien chef d'État. Un téléspectateur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau spécial. D'accord. Votre nom? Mon nom c'est Soubeiga Pierre. Vous nous appelez d'où? J'appelle le Libre du Gabon. Du Gabon. Waouh. Merci de nous suivre depuis le Gabon. Hein. On vous écoute. D'accord. Je voudrais remercier DSM pour cette initiative. Merci. Pour l'émission que vous avez vraiment, vous attendez retransmettre, ça nous fait sincèrement droit au cœur. Merci. Et je voudrais saluer l'homme de Dieu d'abord, je l'apprécie bien. Merci. Et vraiment, je fais mes grands compliments. À mon avis, je pense que c'est la première fois en Afrique qu'un fils d'une nation chef d'État vient à l'antenne assumer les responsabilités, sinon dire tout ce qu'il y a comme vérité. Et vraiment, je ne fais que vraiment encourager l'émission et surtout encourager l'homme de Dieu. Si tu le dis, c'est une émission aussi, bon, qui garde, qui reste en sa peau, l'homme de Dieu, il faut pas qu'il sorte, c'est-à-dire que faut pas qu'il soit dans un débordement. Il reste ancré par sa personnalité. L'homme de Dieu joue. Et également, ce qu'il est en train de dire vraiment est fondamental. D'accord. Et si possible, ce genre d'émission doit être enregistré et enseigné aux futures générations. Et surtout, il avait évoqué certains éléments que ça m'a beaucoup plu concernant l'argent que son père devait recevoir de la Côte d'Ivoire concernant le port d'Abidjan. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Moi, j'ai plus de 30 ans que c'est la première fois que j'entends ça. Et vraiment, il y a des choses secrètes que nous ne savons pas. Si vraiment il y a possibilité que ce soit des livres qu'on puisse se mettre dans un livre écrit, et ça va vraiment instruire le peuple, et ça nous fait beaucoup plus du bien. Merci. Et vraiment, je fais un gros shalom dans le Seigneur Jésus-Christ, et que vraiment Dieu le soutient et soutient le Burkina, et surtout qu'on réhabilite également la famille, surtout, la mémoire du monsieur le président Maurice Yameogo. Voilà. Merci. Merci de nous avoir appelés depuis Libreville. Merci. Merci. Et bonne soirée. Alors, c'est une réaction encourageante. Comme quoi, tu vois, même s'il y a des gens qui te découragent, il y a des gens qui t'encouragent, et c'est la vie. Moi, je voudrais dire aussi ceci. Vous savez, le président Maurice a toujours voulu le développement de la Haute-Volta à l'époque. C'est pourquoi il a tenu à ce que cette alliance sacrée entre la Côte d'Ivoire reste. Parce qu'au-delà d'être un président, le président Oufou était son ami. Et vous voyez qu'aujourd'hui, cette amitié porte toujours quand on voit qu'ils se rencontrent pour des conseils ministériels. Un téléspectateur en ligne, bonsoir. Il est parti. Alors, nous sommes pratiquement en fin d'émission, on est en train de tirer vers la fin déjà, une heure d'émission. Waouh, ça passe vite. On dit que, effectivement, l'idée ce soir, c'était véritablement d'avoir des témoignages d'un fils du tout premier président pour revenir sur ce passé, pas toujours compris, connu de beaucoup de jeunes burkinabés aujourd'hui, sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a envoyé le 3 janvier 1966, est-ce que tout ce qui se dit autour du président Maurice Yameogo, c'est véritablement fondé. C'est aussi bon d'écouter la famille pour avoir aussi sa part de vérité sur cette histoire. Ce que vous nous dites là ce soir contribue aussi à rétablir la vérité autour de l'homme, pas forcément tout à fait connu, hein, comme je l'ai dit, par l'ensemble des Burkinabés. Mais je retiens quelque part dans cette histoire qu'après le 3 janvier 1966, par 2 fois, l'homme aurait tenté de mettre fin à ses jours. D'abord en décembre 1966, puis après, notamment en janvier 1968, une seconde tentative en absorbant une forte dose de Nivaquine. Oui, tout à fait. Écoutez, mon père le dit dans l'interview qu'il a donnée là-bas, c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'être entouré. Et la solitude a tellement pesé sur lui qu'il n'en pouvait plus. Et toutes les pressions qu'il subissait, et le fait de ne pas vouloir lui donner la parole, de s'exprimer, l'avait moralement abattu. Pour un homme qui aimait parler.
pour un homme qui aimait parler. Et malheureusement, à l'époque, ce n'étaient pas des gens qui étaient ancrés dans la religion, où ils pouvaient passer du temps dans la prière, demander l'aide de Dieu. Ils étaient beaucoup plus intellectuels. Et ça pesait énormément. Aujourd'hui, ben, comme tu le dis, il y a des choses, il y a des vérités, il y a des écrits que le président a laissés. Il faudrait que quand même des avocats ou alors des imprimeurs puissent approcher la famille Yameogo et voir comment redonner la part de vérité du président Maurice par rapport à tous les détracteurs qui ont parlé, mais sans que lui, il ne puisse parler. C'est ça la grande frustration. On a entendu Gérard Kango parler, on a des interviews, on a entendu X et Y parler, mais il n'y a rien sur Maurice Yameogo, absolument rien. Aucune caméra n'est allée vers lui pendant 33 ans pour lui demander, mais que s'est-il réellement passé, Monsieur le Président? Et aujourd'hui, on a mis dans la tête de la nouvelle génération des choses qui sont fausses. Et je vous ai lu ce que le président a demandé à l'époque au ministre de la Justice, qui n'était autre que son Excellence Blaise Compaoré, ministre sous Sankara, de revenir, mais ils ont refusé. À croire que le spectre de Maurice les faisait peur et qui a hanté tous les régimes qui se sont succédés. D'accord. On est en fin d'émission. Merci Claver Yameogo d'être passé sur ce plateau spécial 5 août pour parler de votre père, Maurice Yameogo. Merci à vous. Merci à vous, merci à BF1, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Vraiment pour moi c'était un honneur que de m'avoir invité. Effectivement, vous auriez pu inviter autres personnes, mais je pense que le choix que vous avez porté à ma humble personne, et c'est porté parce que l'Esprit vous en a guidé ainsi et je vous en remercie. D'accord. Avant de partir, voilà. Juste ce petit extrait d'un clip que vous avez vous-même C'est vrai? Non, non, ne me dis pas que tu as trouvé ça. Attends. Non. On regarde. Oh éternel, et les fidèles te béniront. Oh oui, ils te béniront. Jesus! Jesus! Augmente ta foi. Ouais, sois dans la joie. Il est bon. Son pardon. Plus fort, plus fort. Aïe. En Jésus-Christ. Je viens de parler de l'esprit poli par excellence, doté d'une grande patience. Il te donne l'espérance. Il attend toujours que tu l'invites dans ta vie. Oui, et par son esprit, il te change. Il te transforme en ange. Comme Batimée, le fils de Timée, il va te libérer, briser les liens qui te retiennent captif, actif dans le mal pour ton malheur. Il est l'heure de te retirer de la fumée, de l'impudicité, chasser toutes les iniquités. Ouais, je sais, tu trouves cela impossible, mais à Dieu tout est possible. Élève ton esprit et recherche le Christ. Une joie, une paix intérieure, remplis ton cœur. Pour toi, plus de rancœur. Il est bon. Jesus. Son pardon. Jesus, dis-le plus fort. En Jésus. Yes. Il est plus fort, plus fort. Jesus. Son pardon. Encore Jesus. Est infini. Yeah. En Jésus-Christ. Ah, Jesus, il est puissant. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. À l'envers, le monde fait le démon. Voilà. Sonnons-nous les Religieusement, chassons. on referme cette émission. Que la grâce de Dieu soit sur vous en ce jour 5 août, jour Amen. de l'indépendance de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Nous étions sur ce plateau pour parler du premier président de notre pays, Maurice Yameogo, avec nous sur ce plateau, Claver Yameogo, un de ses fils. Merci encore une fois d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin donc de ce plateau spécial. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite du programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir. Peace.